Axel, ça fait... C'est hier. Oui. Ou non. Je ne sais pas. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Axel? Moi, je vais vous parler de mon expérience en fait, chez RSM et du coup, notamment au travers de la pratique du Lean. Alors, c'était pas facile de trouver un titre. J'ai pris celui-ci, gestionnaire de paye, donc comment nous avons réussi à transformer le métier. Ça va vous paraître plus clair certainement à la fin, le temps de dérouler la présentation. Donc le constat, moi je rejoins RSM Méditerranée en 2018, donc cabinet d'expertise comptable. Je rejoins l'équipe de Luc Petitot, qui est un des associés. En 2018, on est 20 collaborateurs. Ces 20 collaborateurs qui sont livrés à eux-mêmes, puisqu'en fait Luc vient de se séparer de sa responsable paye. Donc du coup, chacun gère son portefeuille client, mais sans vraiment trop de règles établies, ni le qui fait quoi. On a des clients qui rentrent, mais on a aussi des clients qui partent, sans trop savoir vraiment à partir de quand ils décident de partir et où est-ce que ça pose problème. Ce qui est certain par contre, c'est qu'en fait, on a du coup des clients mécontents et surtout les associés. Parce que les associés du cabinet, ce sont eux qui font rentrer les clients chez nous. Et forcément, le job n'est pas OK de leur côté. Un des autres constats, c'est qu'on ne connaît pas le client, gestionnaire de paye. Je vais y revenir tout à l'heure pour vous expliquer un peu plus en détail. Il n'y a pas la notion de boussole, c'est-à-dire que le dirigeant qui est élu, qui sait lui où il veut aller, mais les gestionnaires de paye qui sont sur le terrain, mais c'est population féminine en grande partie, on ne sait pas trop où on va. On a embauché une juriste pour sécuriser les process, puisqu'on fait un métier où il y a des échéances et de la conformité. Donc vis-à-vis de nos clients, il faut à un moment qu'on sécurise les process. Et par contre, la conclusion, effectivement, c'est qu'on perd de l'argent. Ce n'est pas une ligne de service qui rapporte au cabinet en 2018. Le constat, c'est qu'il y a quelque chose à faire. A priori, oui. En tous les cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 6 ans plus tard, donc Luc, qui était l'associé en charge du pôle social, est passé PDG. Moi, j'ai pris la direction donc, du pôle social. On a doublé l'effectif. On a structuré l'équipe. Donc là où avant, vous aviez 20 personnes qui travaillaient ensemble, mais sans vraiment travailler entre elles. Aujourd'hui, on a des équipes de 4-5 collaborateurs. On a créé une équipe qui s'occupe d'accueillir nos nouveaux clients, donc s'entend dans de bonnes conditions. Moi, j'ai cette capacité en fait de voir au travers du management visuel la disponibilité sur les portefeuilles des gestionnaires de paye. Donc, je sais qui est en capacité d'accueillir des clients sans mettre en difficulté les gestionnaires de paye. Les associés sont aujourd'hui satisfaits. Les clients ne nous quittent plus à cause du social. En tous les cas, c'est pas la volonté première. On est passé de 1 juriste à 4 juristes, donc ça veut dire qu'on n'a pas que des juristes pour sécuriser nos process. On a réussi à développer une ligne de service au travers du juridique. On a même réussi à créer une nouvelle offre de service aussi. Et on est en cours de création d'un bureau méthode qualité. En 6 ans, on voit qu'il y a un gap. Oui, c'est ça. Facile? Non. Non, là je le dis avec le sourire, mais non, sinon, non, c'est pas facile. Oui, non, mais je vais pas mentir. Non, là, je crois qu'aujourd'hui, l'idée, c'est pas de se mentir. Donc, non, c'est pas facile, mais le résultat est quand même satisfaisant. Comment tu as mis ça en place alors, ça, c'est le sommaire. Mais tu peux passer, oui, effectivement. Donc, je reviens juste sur nous, notre secteur d'activité. Donc, RSM Méditerranée, c'est un cabinet d'expertise comptable. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, il y a Thomas Coutelier, qui est un expert comptable du cabinet, qui était intervenu. On fait partie d'une grande maison qui s'appelle RSM France. Pour la forme et parce que c'est filmé, j'ai mis cette slide sur le chiffre d'affaires, les bureaux, etc. parce que ça fait toujours bien, mais à date, je ne pense pas que ce soit vraiment notre sujet. Voilà, on est leader effectivement sur le sud. Ça, c'est le pôle social, donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc à date, avec les 50 personnes, voilà un peu l'organisation. Ce qui me paraissait intéressant, c'était de voir cette partie équipe qu'on a créée, là où avant vous aviez un organigramme avec 20 personnes et pas notion de hiérarchie, où on le verra plus tard, de chaîne d'aide en tous les cas.
Donc la mission sociale dans un cabinet d'expertise comptable, ne faut pas confondre le social dans la vie courante et le social d'un cabinet d'expertise. On s'occupe de faire les bulletins de salaire et tout ce qui a trait aux bulletins de salaire de nos clients. Donc un client rentre a priori dans un cabinet d'expertise comptable pour gérer la comptabilité, mais s'il a des salariés, il va falloir s'occuper de faire leur salaire et donc c'est nous ce qu'on s'occupe de faire. Et aussi d'accompagner les clients après sur tout ce qui va être vie d'une entreprise, donc toute la partie justement juridique, mais aussi RH aujourd'hui qui est de plus en plus présente. Et les contraintes qu'on a, c'est qu'on fait les bulletins de salaire sur un outil de paye. Aujourd'hui, on ne fait plus de bulletins de salaire sur un tableau Excel, encore moins sur un papier. Et on a de la conformité. Je pense que tous, vous avez pu entendre, notamment au moment du Covid, toutes ces évolutions sociales qu'il y a eu. On parle de bulletin simplifié. Le bulletin de paye aujourd'hui en France n'est absolument pas simplifié en tant que tel. Son apparence, oui, mais surtout pas comment on le fait. Voilà, on a des process, on a des deadlines. Enfin, je pense que, alors il y a des étudiants, oui, mais certainement que tout le monde a déjà travaillé et donc a eu un bulletin de salaire et vous avez votre salaire a priori à la fin du mois. Donc on ne peut pas ne pas payer les gens le 15 du mois s'ils doivent avoir leur salaire le 30. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer, enfin les missions donc paye, droit social. Tout ce qui va être optimisation aussi, donc la notion de SIRH, on le verra plus tard, les audits sociaux. Ça, c'est ce qu'on a réussi à mettre en place à droite. En fait, l'accompagnement qu'on a vis-à-vis de nos clients, où on communique, on arrive à anticiper par rapport aux échéances annuelles et à leur communiquer les informations pour qu'ils puissent, eux, l'anticiper de leur côté. Et après, en fonction de la taille d'une entreprise, vous allez avoir toujours plus d'obligations. Donc là, même principe, on les alerte. Donc moi, qui je suis, donc Axel Autier, je suis la directrice du pôle social RSM Méditerranée. J'ai fait des études RH parce que j'étais persuadée que l'humain était la clé de voûte d'une entreprise. Dans les études, quand on parle humain, on parle effectivement ressources humaines. Donc j'avais pour vocation de devenir DRH dans une entreprise parce que je pensais que c'était là où on se souciait principalement de l'humain. Travailler en cabinet comptable, ce n'était pas du tout inné de mon côté. J'avais eu une mauvaise expérience dans un cabinet comptable. Donc au moment où je rejoins RSM, j'y crois pas trop, en toute transparence, mais il s'avère que Luc, au travers de sa relation avec Christophe, va effectivement m'offrir je vais y trouver un terrain de jeu pour pouvoir travailler avec les collaborateurs. Et effectivement, cette liberté d'expression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la liberté la plus totale pour faire avancer les collaborateurs et pouvoir avancer dans nos missions. Donc les débuts, les premiers flops. Effectivement, quand on commence le Lean il y a 6 ans, je crois que si on devait faire la liste de tout ce qu'il ne faut pas faire, on l'aura certainement fait. Voilà. Donc, exactement, ça arrive. Non, au tout début, en fait, où on commence à échanger avec Christophe, l'autre Christophe, on parlait tout à l'heure, la satisfaction client. Et c'est vrai que jusqu'ici, en fait, le métier de gestionnaire de paye, juste pour la petite histoire, en fait, il n'y a pas d'études gestionnaire de paye, il n'y a pas de diplôme, il y a un titre, mais il n'y a pas d'études pour être gestionnaire de paye. Et historiquement, en fait, la paye se faisait par les comptables, parce que le client venait et donc le comptable faisait la paye. Puisqu'il y a quand même quelques années, le bulletin de salaire était plutôt simple. Vous aviez 4-5 lignes, donc le comptable était en capacité de le faire. Avec l'évolution législative, le bulletin s'est complexifié et les comptables n'étaient plus à même de faire les bulletins de salaire. Et c'est là que le métier de gestionnaire de paye est apparu. Sauf qu'au début, c'est un métier qui est un peu malmené, parce que, faut pas se mentir, le social dans une entreprise, pardonnez-moi la grossièreté, mais ça emmerde le chef d'entreprise, parce que c'est un coût. Alors le problème, ce n'est pas de payer les salariés pour le travail qu'ils produisent, mais par contre, c'est toutes les charges sociales qu'il y a autour du salaire. Et après, c'est toute la dimension gérer l'humain. Gérer l'humain dans le cadre du travail, oui, mais on a aussi des personnalités, et il faut gérer l'humain sur le terrain aussi. Et donc ça, on a des chefs d'entreprise qui, eux, sont dans leur secteur d'activité, ils sont là pour produire ce qu'ils ont envie de faire et ils n'ont pas forcément le temps ni l'envie de s'intéresser aux personnes à proprement parler. Donc nous, au début, en cabinet comptable, on produit des bulletins.
On ne s'intéresse pas à ce que nos clients font parce qu'on ne nous a pas appris à s'intéresser à ce que nos clients font. On est une sorte de sous-traitance de la comptabilité. On fait le social parce que le social est obligatoire. Donc quand on commence à s'intéresser au Lean, Luc, son idée, c'est on va aller regarder le client. On va s'intéresser à la satisfaction client. Donc ce qu'on décide de faire, c'est d'afficher en fait un mur client avec tous les clients et on va regarder d'abord les problèmes, parce qu'évidemment si on veut s'intéresser à ce qui ne va pas, on va aller regarder les problèmes, sauf qu'on affiche tous les problèmes. Donc on affiche tous les problèmes de tous nos clients. Donc moi quand je suis arrivée chez RSM Méditerranée, on arrivait dans une pièce et le fond était recouvert de murs clients avec une liste et puis tous les problèmes. Mais du petit problème au très gros problème, du petit problème qui n'a pas d'incidence à celui qui va en avoir une sur tous les clients, sauf qu'on traite tous les problèmes en même temps de la même façon. Et on commence à être dans une sorte de climat anxiogène où personne ne sait vraiment ce qu'il doit faire si ce n'est régler le problème, mais chacun décide de régler le problème comme il l'entend, avec derrière des répercussions qui peuvent aller jusqu'à des dommages financiers et pouvant même engager la responsabilité du cabinet. Donc c'est ça, la simple boucle, c'est-à-dire qu'on prend le problème, on va aller chercher la cause, mais on va aller chercher la cause qu'on identifie, nous, gestionnaires de paye, donc pas forcément avec un regard extérieur. Donc c'est en référence avec mon cas concret le week-end dernier de bricolage, où Christophe m'a dit « oui, c'est simple boucle, double boucle », mais oui, on va s'intéresser au problème, on trouve la cause, on répare le problème, on l'anticipe, le gestionnaire de paye l'anticipe sur son portefeuille, mais par contre, on ne communique pas au reste et on ne va surtout pas s'intéresser à savoir pourquoi le problème est arrivé. Donc finalement, on ne fait pas du lean, parce qu'on ne va pas chercher la cause profonde. Alors ça, c'était juste pour... voilà. C'était un peu la situation en 2018. On était dans une grande zone d'inconfort. On savait qu'il fallait qu'on change, on ne savait pas vraiment comment. Et je pense qu'au début, on ne s'y est pas bien pris. Donc la prise de conscience, donc ça, Christophe, c'est surtout toi qui me l'as appris, c'est effectivement définir notre étoile du Nord, ce qu'on cherche à réussir. Donc nous, c'est grandir ensemble pour apporter de la valeur utile à nos clients, puisque avec Luc, ce qu'on avait en tête, et ce qui s'est avéré de toute façon vrai, c'est qu'un gestionnaire de paye, ce n'est pas un clic-bouton. Ça, c'est une expression qu'on entend souvent quand on est en cabinet d'expertise comptable. Les clients qui ne sont pas hyper satisfaits ou en tous les cas qui ne connaissent pas notre métier nous disent « c'est quand même pas compliqué, vous avez juste à cliquer sur un bouton pour faire un bulletin de paye ». Non, ce n'est pas que ça, être gestionnaire de paye. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir notre étoile du Nord, on va la définir avec les collaborateurs, on va s'appuyer effectivement sur le TPS, Christophe Richard en parlait tout à l'heure, et moi je vais décider de vraiment m'intéresser au JIDOCA, donc à la notion de qualité, parce que je me dis que si à un moment on arrive à craquer le sujet de la qualité, on aura gagné déjà ça vis-à-vis de nos clients, parce que c'est bien gentil de vouloir développer des missions, mais si à un moment, notre cœur de métier, on ne le maîtrise pas, on ne va pas pouvoir gagner la confiance des clients. Et donc, c'est là où on va aller sur effectivement la notion de cause racine. Donc, on va prendre un problème par un problème, on va faire petit pas par petit pas, on va commencer par des petits problèmes et surtout pas les gros, parce qu'on avait le tort de se dire on va prendre le gros problème et à la limite, on va résoudre sur plusieurs clients. Oui, sauf que ce n'était pas sans conséquence. Donc là, on va prendre un problème et on va vraiment aller chercher la cause racine du problème. Alors, la boîte à outils, finalement, c'est la salle des contributions, comme moi je l'appelle, avec les team leaders, donc les managers du pôle social. C'est ce qui est arrivé là tout récemment, parce qu'au début, on faisait du lean dans les bureaux des équipes ou dans les couloirs, on affichait. Moi, je me rends compte que c'est important d'avoir un espace de travail où on peut échanger. Donc, à travers la boussole qu'on s'est fixée, en fait, chaque manager se saisit d'un sujet pour pouvoir après s'y intéresser avec son équipe, de façon après à pouvoir le diffuser au pôle social. Donc là, je vous ai nommé effectivement les personnes de mon équipe. Ça balaye tous les sujets sur lesquels on est censé
travailler et s'améliorer. Et donc, on fait une réunion une fois par semaine où on discute des sujets de chacun, de l'amélioration, du lien qu'on fait avec la boussole, est-ce qu'on est en train de réussir, est-ce qu'on a rencontré des difficultés, c'est quoi le prochain pas. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que tous les sujets sont liés les uns aux autres. Donc il y a une vraie interaction aujourd'hui entre les managers, et forcément, si vous créez de l'interaction entre les managers, vous allez créer de l'interaction avec les équipes des collaborateurs. Est-ce que tu as des équipes qui sont plus engagées quand tu fais ça? Alors, plus engagées, non. Par contre, après, c'est toujours, il y a des personnes qui vont se sentir plus à l'aise sur des sujets et plus à l'aise à échanger avec les collaborateurs. Donc il y a des sujets qui peuvent aller plus vite. Est-ce que c'est parce que le sujet est plus important? Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, le fait de se retrouver dans cette salle fait qu'on s'intéresse à tous les sujets, enfin pas tous les lundis, à tous les sujets en même temps, mais en tous les cas, on fait en sorte de traiter les sujets au fur et à mesure. Donc les premiers combats, donc la notion de Kanban, en fait, on va aller regarder, puisqu'on est parti du constat qu'effectivement on ne connaissait pas nos clients, on va s'intéresser, nous, à la matière première chez nous, c'est le bulletin de salaire. On va regarder ce qui ne va pas avec nos bulletins de salaire parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, en fait. C'est-à-dire que le client nous envoie une info pour nous dire qu'il faut payer tant d'heures à un collaborateur, sauf que sur le bulletin, les heures qu'on met, ça ne va pas correspondre à ce que le client attend. Donc là, on va se demander pourquoi. Donc il va y avoir la notion de matière première, mais souvent, au tout début, on se rend compte qu'en fait, quand on fait ça, on ne connaît pas nos clients. On ne connaît pas leur activité. Moi, les premiers Gemba que je fais avec les gestionnaires de paye, on leur demande c'est qui ton client, c'est quoi son activité, combien il a de salariés. Les collaborateurs ne sont pas en capacité de nous répondre, parce que ce n'est pas un sujet sur lequel ils sont allés. Pour eux, ils produisent le bulletin de salaire. Il n'y a pas nécessité de connaître l'activité du client, il n'y a pas nécessité d'échanger avec lui, de connaître à lui aussi ses contraintes. Pourquoi il nous envoie des infos sur un mail et pas sur une navette. Donc le premier constat, c'est qu'on ne connaît pas assez nos clients. On gaspille du temps dans les allers-retours. On irrite très fortement le client, parce que si vous mettez à la place d'un client qui envoie ses infos de paye le 28 pour avoir ses bulletins le 29, s'il y a des allers-retours de mail, les bulletins, vous ne les avez pas le 29. Parce qu'un mail, vous envoyez, vous répondez. Généralement, ça met 48 heures et c'est là où on passe le délai du coup et que les salariés sont payés en retard. Juste le Gemba à engagé, c'est quand même des étudiants chez CAF. Gemba, c'est aller sur le terrain. Oui. Pardon, Gemba, effectivement. Donc la première chose qu'on fait, on se dit que pour mieux connaître nos clients, ça va commencer déjà dès l'arrivée. Donc au détour de conversation, on se rend compte qu'on a des gestionnaires de paye qui sont intéressés par pouvoir monter les dossiers. Puisqu'en fait, le constat en 2018, c'est quand il y a un nouveau dossier qui arrive, il faut accueillir le client, mais il faut aussi monter son dossier en paye. Et c'est au petit bonheur la chance. Luc s'adresse au gestionnaire de paye. Le gestionnaire de paye monte le dossier, mais il le monte comme bon lui semble. Il n'y a pas de standard. On ne sait pas comment on monte un bon dossier. Notre éditeur ne nous accompagne pas là-dessus. Donc on se retrouve avec des dossiers qui vont être montés, donc j'entends paramétrer de façon différente, ce qui va avoir après une incidence sur les règles sociales. Donc ce qu'on décide de faire, c'est de créer une équipe avec des gestionnaires de paye. On n'a pas du tout recruté pour créer cette équipe-là, qui, parce qu'elles ont l'expérience, parce qu'elles vont échanger entre elles, et parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va à un moment superviser, vont se donner les bonnes pratiques. On va en définir des standards. Et aujourd'hui, on a une équipe qu'on appelle, nous, la team montage, qui s'occupe d'accueillir les clients. Donc ça veut dire que le client qui rentre au social chez RSM, il a un premier entretien avec la personne qui va s'occuper de monter le dossier. On paramètre le dossier comme c'est en accord avec ses pratiques. Et après, le dossier est transmis à un gestionnaire de paye avec une passation et une présentation avec le client. Ça permet de standardiser en fait les dossiers et d'éviter des traitements qui vont être différents et où on s'en rendra compte quand il y aura l'erreur et qu'il sera déjà trop tard. Je vous en parlais tout à l'heure. Le deuxième constat qu'on fait en analysant les bulletins, c'est qu'effectivement, on a un problème en fait, au niveau de la matière première parce qu'on a des clients qui vous appellent pour vous donner les infos de paye.
Donc ça veut dire qu'entre ce que le client nous dit, ce que nous on entend, il peut y avoir une différence. Donc les bulletins de salaire ne sont pas OK. On a des clients qui nous envoient les infos dans un mail, mais qui ne savent pas qu'il faut nous donner certains types d'informations pour qu'on puisse bien traiter le bulletin. Donc on décide là de la même façon de créer ce qu'on appelle des navettes de paye, voire même sinon de leur donner un accès en fait, à l'outil de paye qui leur permet de saisir les informations directement dedans. Donc ça évite un moment que nous, on ait une action sur les infos de paye. Le client saisit, on calcule les bulletins, on les lui remet. Et là, logiquement, il n'y a pas de raison pour que les infos qu'il ait saisies ne soient pas celles qu'il ne retrouve pas sur son bulletin de salaire. Donc ça limite les allers-retours. Donc c'est à partir de là qu'on a pu créer en fait notre nouvelle offre de service, parce qu'en parallèle de ça, on rentre dans l'ère de la dématérialisation, donc notamment la dématérialisation des ressources humaines. Je ne sais pas si tout le monde en a déjà entendu parler, mais aujourd'hui vous avez beaucoup d'outils et donc d'éditeurs qui ont créé des solutions qui permettent aux employeurs d'accueillir les collaborateurs via ce qu'on appelle un onboarding. C'est-à-dire que vous recevez un mail, vous recevez votre contrat, vous le signez électroniquement. Vous avez après une interface qui vous dit « Bonjour Paul, bienvenue chez RSM », vous déposez vos papiers, vous avez votre contrat qui est archivé, vous avez vos bulletins salaires tous les mois dans un coffre-fort. Donc ça, nous, on a créé pareil une équipe avec des collaborateurs en interne qui avaient cette appétence-là. Et donc on a cette offre de service aujourd'hui chez RSM Méditerranée. Donc le avant, à gauche, c'est la navette de paye, un exemple d'une navette de paye avec donc le client qui remplit des informations à la main, avec en bas en plus des commentaires et notamment un PS. Donc ça veut dire que tout ce que j'ai écrit, finalement, j'y apporte une dernière modification et libre à toi de l'interpréter comme tu veux. Et le après, c'est donc notre équipe SIRH, où donc là on a des consultants, les gestionnaires de paye sont devenus consultants SIRH. On a des partenariats avec des éditeurs. On a, nous aussi, au travers de notre éditeur de paye, développé cette mission-là, et où donc on permet aux clients de pouvoir souscrire à un outil qui va en plus leur apporter après d'autres solutions à eux pour gérer leur entreprise en interne. Au travers des éditeurs de SIRH, vous pouvez aussi gérer tout ce qui est plan de formation, tout ce qui est entretien annuel professionnel, donc toute la partie effectivement variable de paye et le dépôt des bulletins. Donc vous êtes aussi raccord avec la RGPD. Alors le JDOCA, la notion de qualité, pour moi c'est le vrai sujet. J'en parlais encore hier à Christophe quand je lui avais envoyé la présentation et je me suis fait un petit topo toute seule dans mon bureau et je suis partie du bulletin de salaire. Et finalement c'est de là que tout part chez nous. Parce que si le bulletin de salaire n'est pas OK, non seulement vous irritez le client, mais en plus, derrière, vous irritez le collaborateur, puisque vous doutez bien qu'un collaborateur qui gère à peu près 400 bulletins par mois, s'il y a des allers-retours pour chaque bulletin et des clients irrités à chaque fois, la notion de bien-être est toute relative, et notamment le « je suis bien dans mon poste et j'ai réussi ma journée ». Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que on va demander, avec les team leaders, à ce que les collaborateurs recensent dans un tableau tous les bulletins qui ne passent pas du premier coup et on va analyser le pourquoi. Donc il y a la notion de méthode, problème machine et problème formation. En fonction, du coup après va découler un plan de formation. Donc voilà, là je vous ai mis un exemple. Donc vous avez le collaborateur, le nombre de bulletins du dossier, les bulletins refaits et le motif. Et de là, on en définit si c'est un problème de matière première, de méthode, de formation. La méthode, c'est le côté « je ne sais pas que l'outil de paye peut me permettre de traiter la donnée différemment » ou « je ne sais pas paramétrer l'information ». Matière première, ça va être la navette de paye. Donc c'est que soit mon client n'a pas été suffisamment clair, soit je n'ai pas su interpréter les choses. Et après, formation, c'est sur le plan de formation. On a fait la même chose sur les contrats de travail, parce qu'en fait, les clients qui nous sollicitent pour des bulletins de salaire nous sollicitent aussi pour les entrées de salariés. Donc, on est en charge de rédiger les contrats de travail, et chez nous, c'est les gestionnaires de paye qui s'en occupent, ce n'est pas les juristes. Donc là, de la même façon, on avait beaucoup d'allers-retours sur des contrats de travail. Donc pareil, on a décidé d'analyser. Là, on va être sur la notion de forme ou de fond.
Donc soit c'est que je n'ai pas respecté la forme du contrat de travail, soit c'est le fond, et donc là c'est au regard du droit du travail. De là, c'est la slide d'après, je crois. Voilà, on en a fait une checklist. Donc c'est en gros les points de vigilance que je dois avoir pour pouvoir rédiger un contrat de travail qui va passer, et surtout le hand-on, donc la notion de chaîne d'aide. On ne l'avait pas, les collaborateurs qui ne savaient pas demander à un autre collaborateur ou demander à la première personne qui passait, qui n'était pas forcément celle la plus à même de leur répondre. Donc au niveau juridique, on a fait une chaîne d'aide juridique, au niveau paye aussi. Là, je vous ai mis celle juridique parce que c'est celle qui est la plus formalisée aujourd'hui. Et donc on est passé de 40% de contrats not OK à 71% en 3 mois. C'est plutôt bien, oui. C'est plutôt bien. Après, c'est un exercice au quotidien parce que juste avant de préparer la journée, j'ai regardé où est-ce qu'on en était et on était redescendu à 60%. Donc, c'est... Est-ce que tu en tires comme leçon? Alors ça, c'est ma conclusion à la fin, c'est que le lean, c'est dur. Non, mais c'est que... Non, c'est qu'on est sans cesse, il faut être sans cesse dans la notion d'amélioration et surtout aller s'intéresser aux personnes et à savoir pourquoi c'est pas passé. Alors là, je me suis posé la question parce que je vous avoue que de repasser en dessous, je me suis dit mince, c'est un truc qui va pas. Alors est-ce que du coup c'est la checklist qui n'est pas OK, la chaîne d'aide. Bon, là, en l'occurrence, j'ai échangé avec les juristes et c'est parce que les gestionnaires de paye étaient un peu repartis, entre guillemets, dans le travers de j'ai pas le temps, donc je fais à la va-vite et du coup, je fais plutôt des copier-coller que d'aller vraiment prendre la checklist pour regarder les points de vigilance. Très bien. Le plan de lissage, le dernier des combats. Moi, quand j'arrive chez RSM, j'ai déjà une expérience en paye et les portefeuilles des collaborateurs, pour moi, ne sont pas au bon niveau. C'est-à-dire qu'on a un outil de paye en plus qui nous permet de vraiment optimiser le process de paye et chez RSM, les gestionnaires de paye ont des petits portefeuilles. Luc le justifie en disant qu'effectivement, il mise plutôt sur la qualité que sur la quantité. Donc ça, jusqu'ici, on est raccord. Sauf que je reste quand même convaincue qu'il y a un travail à faire parce que le métier de la paye, comme je vous l'expliquais au début, il y a 2 semaines très fortes dans le mois, puisque ça va être la dernière semaine et la première semaine, en fonction de quand les salaires sont faits. Et après, on est sur un rythme un peu plus cool, dans le sens où on est moins à flux tendu. Avec les conversations qu'on a, je t'en parle et on parle du coup de la notion de plan de lissage qu'on a dans notre maison du Lean. Et donc là, on décide de s'intéresser en fait au portefeuille des collaborateurs et aux sessions de paye. Et on a ce travail avec les clients de savoir si le fait d'envoyer les payes le 25 pour les avoir le 27, c'est une nécessité ou c'est une habitude qu'ils ont pris. Et forcément, si vous vous retrouvez avec 20 clients qui vous envoient des payes le 25 pour le 27, bah, ça passe pas au bout d'un moment. Et à force d'échanger avec les clients, on passe de la situation à gauche, où là, vous le voyez, on a les 2 fortes périodes, à la situation à droite, où on a réussi à lisser la charge sur le mois. Donc parce qu'on a échangé avec nos clients, parce que moi, je fais le geste aussi, en ayant en tête les plans de lissage des collaborateurs, de leur attribuer des dossiers en fonction des périodes qu'ils vont avoir plutôt creuses. Parce qu'on a des clients, en fait, surtout ceux qui ont des effectifs conséquents, où ils peuvent vous envoyer des infos le 15 pour faire leur virement le 30 parce qu'ils sont en période de paye M-1. Donc finalement, les absences sont déjà clôturées de leur côté, donc ils n'ont pas cette nécessité d'attendre la dernière minute pour vous les envoyer. Là où par contre, quand vous avez des clients qui ont 2-3 salariés, ils attendent la fin du mois pour vous envoyer les variables de paye. Voilà, donc ça c'était juste pour montrer l'évolution des portefeuilles. On est passé BS par mois, 274 en 2018 et on est plutôt à 420 en 2024 sur de la prod. Avec, j'intègre pas les team leaders dans la notion de production parce que chez nous, les team leaders ont une production réduite si c'est pas à 0, mais évidemment, ils contribuent à ce que les collaborateurs puissent gérer en moyenne 420 bulletins de paye par mois puisque c'est avec tout ce qu'on a mis en place. Et donc,
grâce à ça, puisqu'on a réussi à faire de la place sur les portefeuilles, on a pu développer ce que nous, on appelle nos équipes projets. Donc, on a une équipe veille sociale, ce qui rejoint la notion de bureau méthode qualité. On a des collaborateurs, paye toujours, j'ai fait aucun recrutement sur les équipes projets, qui vont travailler en fait sur une newsletter mensuelle qu'on envoie à nos clients pour les tenir informés des évolutions sociales et juridiques. Donc c'est un travail énorme parce qu'il faut faire de la veille sociale en continu et en France la veille sociale n'est pas toujours très digeste. On a le bureau qualité donc avec 2 référents techniques. Donc là ça va être sur toute la partie outils qui vont pouvoir développer des standards. Une équipe internationale, puisqu'on s'est rendu compte au détour de conversation avec les gestionnaires de paye qu'on avait des personnes qui étaient bilingues et qui étaient en capacité de gérer des dossiers internationaux. Donc on a pu développer cette mission chez RSM Méditerranée. Voilà. Les prochains combats. Donc la notion de TPM, les contrôles des dossiers. Jusqu'ici, on fait des contrôles annuels parce qu'en fait, c'est un peu obligatoire à l'époque, vous faisiez des charges annuelles, ce qu'on appelait les déclarations annuelles. Donc on tirait un trait à la fin de l'année, ça nous permettait de regarder et corriger les irrégularités. Maintenant on est passé en mensuel, donc on se dit que du coup on n'a plus besoin de faire les contrôles, mais c'est un tort parce qu'il s'avère qu'il peut y avoir quand même des problèmes sur les dossiers, j'entends en termes de régularisation de cotisation, c'est typiquement français, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. La notion de lead time, apprentissage, métier de gestionnaire de paye. Aujourd'hui, il faut à peu près 2 ans pour devenir gestionnaire de paye confirmé sur son portefeuille et à l'aise. J'aimerais demain faire le pas d'être à 1 an, parce que je pense que c'est possible. Et enfin, préparer le changement d'outil, parce qu'on a notre éditeur aujourd'hui qui va faire évoluer ses tarifs d'une façon significative. Donc, il va falloir réfléchir à changer d'outil. Et là, moi, mon challenge, ce sera de changer d'outil sans venir ni abîmer les collaborateurs chez RSM et non plus la marge. Ce qui est le cas quand on change d'outil, puisque comme on ne connaît pas le nouvel outil, il faut apprendre. Et forcément, si vous apprenez en même temps que vous produisez, vous perdez plus de temps par rapport à quand vous êtes sur un outil que vous maîtrisez. Voilà, donc ça c'est la notion justement avec l'IA, parce que nous on est en plein dedans avec le métier de prestation de services en matière sociale. Grâce au Lean, moi j'ai pu montrer aux gestionnaires de paye que la valeur client ne se situait pas dans l'outil de paye qu'on utilisait, mais bel et bien dans la relation qu'on a avec eux et d'en répondre à leurs attentes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a su développer une sorte d'indépendance par rapport à l'outil. Évidemment qu'on a besoin d'un outil pour faire les bulletins de salaire. Vraiment, je réinsiste, si demain on doit gérer les 15 000 bulletins qu'on fait tous les mois sur des tableaux Excel, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Par contre, on est en capacité aujourd'hui de développer le travail sur un nouvel outil de paye plus vite et plus sécurisé qu'avant. Mes apprentissages. Donc le Lean, c'est dur. Effectivement, au début où j'ai échangé avec Christophe, le Lean, c'est l'industrie. Nous, on est secteur tertiaire, prestation de services. Non, avec toi. Avec toi, parce qu'au début, quand tu me parlais, j'avais beaucoup de mal à faire... T'étais très dans la théorie, mais ce qui est normal. En plus, le Lean, c'est un langage, c'est soit japonais, soit anglais, donc c'est pas le langage courant. Les termes qu'on utilise, la preuve en est, Luc, aujourd'hui, quand tu continues de lui parler avec les termes du Lean, il te dit « je comprends rien, passe sur un autre registre ». Mais moi, j'avais cette difficulté, c'était vraiment de pouvoir visualiser en quoi le Lean allait pouvoir s'adapter, s'appliquer chez nous. Je ne visualisais pas la notion de pièce. J'ai mis du temps avant de comprendre qu'un bulletin de salaire pouvait être considéré comme une pièce et qu'il fallait l'analyser en tant que tel. L'autre apprentissage, c'est effectivement le Lean, c'est tout le temps. Je le disais tout à l'heure, quand j'ai regardé là, les contrats de travail qui ne passaient pas, je me suis dit mince, du coup, effectivement, on a fait un focus sur autre chose et il faut quand même s'intéresser en permanence à tout ce qu'on a mis en place, mais finalement aux collaborateurs. Mais c'est vrai que c'est pas forcément inné, pas qu'on ne s'intéresse pas aux collaborateurs, mais c'est sans cesse d'aller voir comment ils travaillent sur le terrain,
dans quelles conditions ils sont, ce qu'on pourrait toujours améliorer. Et oui, il y a la notion d'exemple. C'est vrai qu'en discutant avec Thomas, il avait l'impression que si lui, il pratiquait le Lean, alors tout le monde allait pouvoir le pratiquer dans son équipe. Ce n'est pas forcément vrai. Toi, Christophe, au début, tu as dit on essaye avec ceux qui ont envie. Oui, quand on est 50 et s'il n'y en a que 5 qui ont envie, c'est compliqué. Alors, soit on se dit que du coup, les 45, je ne sais pas ce qu'on en fait, mais... et c'est vrai qu'en le pratiquant, en montrant comment on peut travailler d'une certaine façon, les collaborateurs, petit à petit, s'y intéressent, même si au début, ils étaient réfractaires. Mais ça nécessite un effort de la part notamment des team leaders, parce que, quoi qu'on en dise, même si je pense qu'on est tous ici prêts à s'améliorer au quotidien, au travail, ce n'est pas toujours facile de prendre du temps sur ce qu'on est en train de faire, savoir si c'est le bon geste, si on pourrait l'améliorer. On a quand même tendance à vouloir être dans sa zone de confort, et on le sait que dans une zone de confort, on peut faire les choses 4 fois au lieu d'une. À partir du moment où le geste fait partie de notre quotidien, on va le faire 4 fois. Donc ce n'est pas toujours facile d'aller discuter avec les personnes pour leur dire « Regarde, si ça tu le fais comme ça, on ne va pas le faire 4 fois, mais qu'une fois. » La notion de terrain, oui, toujours. Effectivement, je le disais, voilà, la salle des contributions, moi, ça a créé un déclic, parce qu'on a un espace vraiment pour travailler et pour échanger. Quand les collaborateurs, pareil, ont des sujets, on va dans cette pièce aussi, et c'est là où, bac à sable, comme on le dit, où on essaye, on apprend, on réessaye, on va tester après en réel, et puis on revient, on ajuste. Donc ça me paraît être une nécessité d'avoir cet espace de travail-là. Le pas à pas, oui, pas vouloir tout faire tout de suite, ce qu'on a eu tendance à faire au début. C'est mission impossible et on essouffle les personnes. La notion d'apprentissage infini, la dernière fois, le dernier Gemba qu'on a fait à Nîmes, c'était avec une collaboratrice qui a fait évoluer son portefeuille d'une façon significative. Donc elle est dans les portefeuilles de 400-450 payes, donc ce qui est très bien pour un gestionnaire de paye. Et en discutant avec elle, on découvre qu'il y a un dossier qu'elle traite en 20 jours, parce qu'en fait la cliente, pour le coup, envoie ses infos le 5, mais n'attend que les virements le 25. Sauf qu'entre le 5 et le 25, elle continue de lui envoyer des informations pour la paye au 25. Donc elle ne clôture jamais sa session de paye, à part le 24 au soir. Mais donc elle est en continu sur ce dossier, qui vient la polluer par rapport aux autres dossiers qu'elle peut gérer. Et il y a un travail à faire, parce que le 20 jours n'est pas OK, ça doit descendre à une semaine maximum. Donc il y a une conversation à avoir avec elle. Le Lean, oui, on doit le faire à plusieurs. C'est ce que je disais, effectivement, le faire tout seul, ça ne peut pas marcher de mon point de vue. Donc il faut montrer l'exemple, il faut aller discuter avec les collaborateurs. Nous, chez nous, quand au début on a parlé Lean, il y a vraiment eu cette réaction au fur et à mesure de dire vous nous avez gonflé en fait avec vos méthodes Lean, c'est un peu bizarre votre truc, et puis franchement ça ne nous intéresse pas, on est très bien comme là on est. Donc il a fallu faire différemment, justement, prendre le bulletin, aller regarder, eux, leur dossier, pourquoi ça ne marchait pas, pourquoi tel client, ils n'étaient pas OK dans la relation. Et petit à petit, on a, je dirais, arrêté de dire on fait du Lean, on a plutôt voulu dire on va chercher à s'améliorer en permanence. Et enfin, effectivement, le Lean, ça prend du temps. Certaines réussites sont immédiates, mais c'est vrai qu'il y a d'autres... Il y en a d'autres qui sont un peu plus longues. Mais quand on prépare une journée comme celle-ci, on se rend compte quand même de l'évolution. Voilà. Merci beaucoup. Merci.